Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, ça me fait très plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming. Vous le savez, je viens de passer une période absolument horrible, absolument ignoble, mais on va dire que c'est du passé, on va laisser ça derrière, je vais laisser ça derrière moi et on va garder que le positif, que les bons souvenirs, parce que oui, il y en a énormément de bons souvenirs, il y a même que de bons souvenirs. Mais on va aussi revenir à notre passion commune, le jeu vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de reprendre un petit peu les affaires avec vous. Et il était temps parce que l'actu, elle ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de sujets à traiter. Et puis, pas que le jeu vidéo, il y a aussi du hardware avec notamment Sony qui a enfin dévoilé sa PS5 Slim. Je vous ai préparé une vidéo centrée là-dessus qui arrive très très bientôt, hein, aujourd'hui sur la chaîne, mais pas que. J'aborde aussi un petit peu le sujet des nouveautés proposées par Sony PlayStation, vraiment très très intéressantes. Et puis aussi la concurrence, hein, comment va réagir Microsoft, et puis les directions que vont prendre chacun des constructeurs. Bref, attendez un petit moment, la vidéo arrive très très bientôt sur la chaîne. Je pense qu'elle est assez intéressante sans vouloir trop me vanter. Mais là, on va commencer tout de suite l'épisode numéro 160 des News Gaming. Alors les amis, on s'installe confortablement. Et puis, allez, c'est parti. On se souvient, lors de la présentation de Halo Infinite, ça s'est pas vraiment passé comme ils espéraient, Microsoft, Xbox et 343 Industries qui vraiment tablaient sur beaucoup plus grand pour ce jeu. En fait, Halo Infinite était même présenté comme le porte-étendard des consoles Xbox, surtout la série X, en gros, hein, pour montrer sa toute puissance face à la PS5. Et le résultat, on se souvient, le jeu a fortement déçu dès sa présentation, et d'ailleurs, tout a été arrêté un petit peu à l'arrache. Le jeu est reparti en production, en chantier, avec une sortie retardée de près de 1 an. C'était une histoire assez incroyable et qui a porté pas mal de préjudice à la console de Microsoft, qui donc comptait énormément sur ce jeu pour faire valoir sa puissance et pour vraiment lancer le début de la campagne de sortie de cette console. Il n'en était rien. Le jeu est reparti donc en développement et on a appris que 343 Industries a utilisé son moteur graphique maison, le fameux Sleep Space. Et le problème, c'est que ce moteur graphique était plutôt vieillissant, voire même très vieillissant. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que ce moteur graphique utilisait beaucoup de parties de l'ancien code de Bungie. Et le problème, c'est que dans ce code de Bungie qui ont été donc mariés avec le nouveau moteur graphique de 343 Industries, eh bien, il y avait beaucoup d'outils, des ensembles d'outils graphiques, des outils de travail qui étaient devenus très, voire trop buggés et difficiles à utiliser et qui sont même devenus tristement célèbres au sein du studio de 343 Industries. Ça a provoqué beaucoup de problèmes. Le jeu, au moment de sa présentation, graphiquement, c'était pas ça. Et le problème venait du moteur graphique. C'était pas du tout le talent des développeurs qui vraiment n'ont plus grand chose à prouver. Et d'ailleurs, avoir ressorti le jeu un peu plus tard, 1 an tout de même, bien mieux que ce qui avait été présenté avec ce moteur aussi buggé, montre bien qu'ils sont vraiment capables de beaucoup de choses, de prouesses. Mais ils ont perdu énormément de temps, et beaucoup d'argent, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie de perdu à cause de ce moteur graphique. Et qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Eh bien, en fait, on apprend aujourd'hui que 343 Industries va très certainement utiliser le moteur Unreal Engine 5 pour son prochain titre. Est-ce que ce serait un Halo? Je ne sais pas, mais il est fort probable. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est pas encore officiel parce que rien n'a été annoncé en tant que tel, ni par 343 Industries, ni par Microsoft. Mais il est fort probable que le studio développe son prochain jeu avec le moteur d'Epic Games, le fameux Unreal Engine 5, tout simplement parce que on a appris certaines choses autour du studio, mais surtout, la plus importante, c'est qu'une offre d'emploi a été postée pour un poste d'audio directeur, un directeur de l'audio au sein de 343 Industries. Et dans les prérequis qui sont recherchés pour ce poste, eh bien, il faut une qualification et une expérience de travail avec les outils Unreal Engine, tout simplement. Et même un poste de directeur artistique qui comporte en gros les mêmes qualifications, une mention d'une expérience solide avec les outils Unreal Engine. Donc, en gros, le doute n'est plus permis, c'est sûr et certain, 343 Industries va utiliser le fameux moteur Unreal Engine 5
qui commence sérieusement à se faire un énorme nom et qui commence à être utilisé par beaucoup de studios de développement. Comme je vous ai dit, pour l'instant, je ne sais pas si c'est pour un prochain Halo, tout simplement parce que 343 Industries n'a absolument rien annoncé concernant l'un prochain titre. Est-ce que la déception qui a été lors de ce Halo Infinite eh bien, a refroidi un petit peu les ardeurs du studio et qui vont peut-être basculer sur une nouvelle IP? C'est possible un petit peu. Ou est-ce que la fierté qu'ils peuvent avoir va les pousser à se relancer sur Halo, mais avec la malléabilité et surtout la fiabilité du moteur Engine 5, ils vont réussir à proposer enfin le Halo dont tout le monde attendait tous, j'imagine eux en particulier. Pour ça, on verra les amis. Est-ce que vraiment ça va s'avérer exact ou pas? En tout cas, oui. 343 Industries abandonne son fameux moteur maison et bascule sur l'Unreal Engine 5. C'est peut-être une bonne nouvelle. Disney et le jeu vidéo, c'est une grande histoire d'amour en fait. Ils sont présents dans le jeu vidéo indirectement avec beaucoup de leurs licences, hein, même par le passé. Hein, par exemple, les anciens Aladdin, par exemple, le Roi Lion sur Mega Drive et Super Nintendo. Et ça continue. Vraiment, Disney et le jeu vidéo sont vraiment liés depuis très très longtemps. Et il semblerait que ça pourrait devenir encore plus important, tout simplement parce que le géant Disney est peut-être en train de réfléchir à acheter un autre géant vraiment du jeu vidéo, qu'on aborde vraiment d'ailleurs le sujet assez souvent sur la chaîne. Ce géant, c'est Electronic Arts. Alors on sait Electronic Arts est souvent décrié par beaucoup de monde, y compris moi. Je vais pas me cacher, je vais pas vous mentir. C'est un éditeur qui est assez clivant, qui a détruit beaucoup de très très belles licences, mais qui propose quand même pas mal de très très bons jeux et qui a en tout cas dans son catalogue beaucoup de licences mythiques, légendaires. On peut parler par exemple des Battlefield, de Need for Speed, de FIFA, même si aujourd'hui ils ont été obligés par choix de développer leur propre jeu de football, dont on voit ici le trailer à l'écran. Mais c'est vrai qu'Electronic Arts est assez clivant et n'est pas dans une super bonne forme et surtout une forme, j'ai envie de dire, au niveau de l'image de marque. Est-ce que Disney pourrait profiter de l'occasion pour pouvoir arracher Electronic Arts, racheter Electronic Arts? Je ne sais pas. Toujours est-il que le journal Bloomberg a eu vent de certaines données, de certaines discussions, comme quoi le président de Disney, Bob Iger, a envie de provoquer une transformation assez audacieuse sur Disney. Alors, beaucoup de rumeurs parlent d'un rachat de ABC ou de ESPN, mais il y a autre chose aussi. Apparemment, l'achat de Electronic Arts par Disney a été suggéré au boss de Disney, Bob Iger, qui pour l'instant n'a pas encore déclaré quelque chose dessus, et il semblerait qu'il se tâte, qu'il réfléchisse. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Il ne le sait pas. Est-ce qu'il est bien conseillé là-dessus ou pas? Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée est en suspens. Il est possible que dans un futur plus ou moins proche, on apprenne de grosses news concernant donc le rachat d'Electronic Arts par Disney. Surtout qu'en plus, beaucoup de licences chez Electronic Arts sont déjà du monde de Disney. Par exemple, Star Wars Jedi Survivor. Star Wars appartient à Disney. Donc ça ferait sens. Ça s'imbriquerait parfaitement. On verra par la suite si tout ça est confirmé ou pas. Attention les amis, grosse news concernant un jeu d'une saga absolument mythique sur console PlayStation, The Last of Us. Alors pour resituer un petit peu les choses, on le sait, The Last of Us Part 1 et Part 2 sont sortis sur console PlayStation 4. Et The Naughty Dog a sorti une sorte de patch pour pouvoir proposer une version remasterisée de The Last of Us Part 1 sur console PS5. Eh bien, il semblerait que le studio Naughty Dog soit en train de procéder à la même chose pour le deuxième épisode de The Last of Us, donc une version remasterisée pour la console PS5. Pourquoi est-ce que je peux quasiment vous affirmer une chose pareille? Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite, les amis, tout simplement parce qu'une personne du nom de Mark Pagliarillo, qui est le lead outsource artiste chez Naughty Dog, vient tout juste, très probablement, de faire une grosse boulette. En fait, il a fait tout simplement une petite mise à jour de son profil LinkedIn, et dans ce profil, il a mentionné qu'il était le responsable de la supervision de la production de tous les actifs artistiques environnementaux externalisés, des armes et des accessoires interactifs pour 2 titres emblématiques, à savoir The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2 Remaster. Oui, il a bien indiqué The Last of Us Part 2
remasterisé. Alors, certains pouvaient croire et avaient déclaré que c'était une grosse boulette. C'est vrai qu'on pourrait penser ça. Peut-être qu'il a fait une confusion, parce qu'on sait qu'il y a eu le patch pour le remaster de The Last of Us Part 1 sur PS5. Donc, vite fait comme ça, on peut faire une boulette. Effectivement. Le problème, c'est que il a fait une mise à jour très rapidement de son profil LinkedIn et il n'a pas rectifié en fait cette erreur. Il a tout simplement retiré la mention de ce jeu, la version remasterisée de The Last of Us Part 2. Donc en gros, avec cette suppression, avec cette mise à jour de son profil, il a en quelque sorte confirmé la rumeur, il a en quelque sorte confirmé sa boulette. Donc oui, il y a de très fortes chances que The Naughty Dog est en train de procéder à exactement la même chose, c'est-à-dire bientôt, on aurait peut-être The Last of Us Part 2 remasterisé sur console PS5. On sait, en fait, il y a cette rumeur qui court depuis bien longtemps, à peu près un an, sur cette version remasterisée de ce deuxième épisode de The Last of Us, sauf que Naughty Dog n'avait jamais rien déclaré dessus, n'avait jamais rien confirmé. Là, la boulette de Marc Parillo semble être vraiment énorme. Est-ce que Naughty Dog va prendre la parole rapidement pour pouvoir un petit peu prendre les devants et au final officialiser la chose ou pas? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Naughty Dog traverse une période plutôt inconfortable en ce moment, assez difficile. On avait abordé le sujet d'ailleurs ensemble, les amis, sur la chaîne, que le studio allait se séparer de quelques membres des équipes et qu'ils avaient beaucoup de difficultés concernant le développement de la version multijoueur de The Last of Us. Est-ce qu'on aura une confirmation ou pas prochaine donc de cette version remasterisée de The Last of Us Part 2? Franchement, j'aimerais bien, vraiment, pouvoir retrouver ce jeu remis au goût du jour avec des graphismes améliorés, rendus possibles par la puissance de la PS5. Je pense que très probablement, bientôt, on aura une bonne nouvelle concernant tout ça. Les amis, on va aborder le sujet de la réalité virtuelle. Sujet qu'on n'aborde pas très souvent sur la chaîne, pour cause, il n'y a pas beaucoup de jeux en fait en réalité virtuelle, surtout pour le casque de Sony, le PSVR 2, qui en plus de ça est excellent. Ça c'est bien dommage, mais c'est vrai que le début de vie de ce PSVR 2 était un petit peu compliqué. On se souvient, il y avait déjà un premier problème qui était que pour pouvoir l'acheter, il fallait obligatoirement l'acquérir sur le store officiel de Sony. Et ça limitait énormément sa diffusion parce que sur le store officiel de Sony, il n'y avait pas, par exemple, le paiement en plusieurs fois. Quand on connaît le prix du casque, et en plus de ça, évidemment, il faut la PS5 à côté pour le faire tourner, c'était un petit peu compliqué. Sony a revu un petit peu sa copie, ils ont ouvert en quelque sorte les vannes, et maintenant le PSVR 2, vous pouvez l'acquérir chez Amazon, chez Micromania, la Fnac par exemple, et partout ailleurs. Du coup, le paiement en plusieurs fois est possible, les réductions promotionnelles, c'est possible, et c'est bien plus facile pour diffuser à grande échelle le casque de PSVR 2 pour la PS5. Autre problème qui vient d'arriver ou qui commençait à arriver sur le PSVR 2, c'est le manque de jeux. Aussi excellent soit-il, s'il n'a pas de jeu, ça sert à rien. Entre nous, la série X est bonne, excellente. La PS5 est excellente. S'il n'y a pas de bons jeux dessus, ça sert à rien. C'est pareil pour le PSVR 2. Le casque est vraiment très bon. S'il n'y a pas de bons jeux, et surtout en quantité qui arrive, le casque PSVR 2 est voué à mourir. Ça, c'est clair et net. Mais c'est en train de changer. C'est en train de basculer. Et dès ce mois-ci, mois d'octobre, avec enfin des jeux qui arrivent sur le PSVR 2, et des jeux qui semblent plutôt intéressants, dont un qui est déjà sorti sur le PSVR 2, il s'agit tout simplement de Ghost Signal. Ce jeu est sorti déjà le 5 octobre dernier, même sur le PC VR, il est disponible. Là, on parle du PSVR 2, le casque pour la PS5. Ce titre est donc déjà sorti le 5 octobre. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si certains d'entre vous ont pu l'essayer. Est-ce que c'est un bon jeu, agréable? Graphiquement, ça a l'air pas trop mal. Ghost Signal vous met dans la peau, en gros, d'un roguelite à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Aurora et on devra résoudre des énigmes, enquêter sur un signal fantôme au milieu de l'espace. Ça semble plutôt intéressant, en tout cas dans le concept, à voir un petit peu ce qu'il en est. Si vous l'avez essayé, dites-moi si c'est un bon jeu ou pas. En tout cas, c'est un jeu VR, c'est quand même à signaler. Autre jeu de ce mois d'octobre qui n'est pas encore sorti, il arrive bientôt. Ce jeu, vous le voyez ici, c'est The Seven Guest VR. Alors attention parce que ce jeu n'est pas tout jeune. Alors là, il est vraiment beau, je trouve, ça a l'air vraiment pas mal. Mais ce jeu date de 1993, et ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Ce titre était sorti en tout premier sur la plateforme CDI de Philips.
À l'époque, en 1993, enfin dans les années 90, Philips avait sorti une sorte de console un petit peu bizarre. Ça ressemblait plus à une sorte de magnétoscope qu'autre chose, mais qui était en fait une console avec un joypad télécommande vraiment mal foutu. J'avais eu la chance de l'essayer à l'époque avec le jeu Roland Garros, qui était plutôt bien hein, graphiquement parlant, mais c'est vrai que cette jouabilité, ce gameplay, c'est absolument une catastrophe. Et d'ailleurs, le CDI a très vite passé dans l'oubli, sauf que ce jeu, point and click, était vraiment très très bon. Et là, il revient en version remasterisée sur PSVR 2, mais aussi sur MetaQuest et PCVR. Il a l'air vraiment bien, ce jeu. The Seven Guest VR sortira le 19 octobre prochain sur PC VR, sur MetaQuest et donc sur PSVR 2. C'est une très bonne nouvelle parce que oui, il a l'air vraiment bon. Et puis c'est bien, encore un jeu sur le PSVR 2 de Sony. C'est plutôt une bonne nouvelle. Autre jeu qui arrive aussi sur le PSVR 2 de Sony, celui-là on l'avait vu ensemble hein, d'ailleurs, on en avait parlé, c'est Ghostbusters. VR, enfin Rise of the Ghost Lord. Le jeu est tiré donc évidemment, on le sait, de la célèbre licence Ghostbusters. Il arrive à la fin du mois, plus précisément le 26 octobre prochain. Graphiquement, c'est plutôt pas mauvais, franchement, j'ai même envie de dire que c'est plutôt joli. Il a l'air assez fun. On verra un petit peu ce qu'il en est au moment de la prise en main, casque sur la tête, ça sera pour les chanceux hein, qui ont le PSVR 2. Moi personnellement, je ne l'ai pas, et puis de toute façon, j'aime pas la PS5, donc au moins la discussion sur ce plan-là, elle est déjà terminée. Mais c'est vrai que ce Ghostbusters a l'air plutôt intéressant, il a l'air d'avoir pas mal de fun à voir un petit peu. Pour les chanceux qui pourront l'essayer, je répète, c'est dès le 26 octobre prochain pour Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. On verra au moment de sa sortie. Autre jeu, PSVR 2, qui a l'air plutôt pas mal aussi. Ce titre, c'est Journey of the to Foundation, qui arrive le 26 octobre. Également, à la même date que Ghostbusters, ce jeu, Journey to Foundation, est un jeu d'aventure-action science-fiction qui est centré sur la narration et avec des choix qui seront proposés et qui ont une grande importance sur la suite, le déroulement du scénario et donc de votre jeu. On y incarne l'agent Ward qui possède des capacités mentales très développées, uniques, qui permettent de percevoir et de manipuler les émotions des autres personnes. Donc on imagine très bien un petit peu ce que ça pourra provoquer comme changement au niveau du scénario, si vraiment tout ça s'annonce plutôt pas mal. En tout cas, graphiquement, ce qu'on voit à l'écran, ça semble plutôt bon. Journey to Foundation sort donc le 26 octobre, comme je disais, hein, la même date que Ghostbusters sur PSVR 2, et celui-là me semble plutôt très intéressant. On verra au moment de sa sortie, toujours pareil, attention, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu, mais tout de même, celui-là, il a l'air plutôt pas mal. Encore un titre PSVR 2, les amis, avec The Fogland pour donc le PSVR 2, mais aussi sur PCVR et MetaQuest. The Fogland, qui est un roguelite horrifique, on le voit à l'écran, où on incarne un coureur dont le but est de ramasser assez de butin pour éviter à votre peuple un sort funeste. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer au niveau de ce jeu, qui graphiquement a l'air plutôt pas mauvais aussi, hein. En tout cas l'ambiance a l'air plutôt sympa, assez folle, à voir un petit peu ce qu'il en est, casque sur la tête, mais en tout cas, encore une fois, un jeu PSVR 2, et celui-ci c'est vraiment pour la toute fin du mois d'octobre, c'est pour le 31 octobre qu'arrivera donc Fogland sur PSVR 2, encore donc un jeu PSVR, c'est plutôt pas mal. Ça fait du bien d'apprendre toutes ces petites nouvelles parce que comme je vous disais, le problème actuel du PSVR 2, c'est le manque de jeux. Autre titre, encore horrifique, c'est The Madison VR. Là, il n'y a pas d'armes. Pas d'armes du tout, vous devrez mener une enquête avec pour seul compagnon l'appareil photo que vous avez vu à l'écran, qui est plutôt vieux, ça ressemble à un vieux Kodak Polaroid. C'est un survival horror donc qui est adapté en FPS sur PSVR 2, mais aussi sur PCVR. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas d'armes, il n'y a aucune façon de se protéger, sauf cet appareil photo pour résoudre toutes les énigmes. Ça a l'air plutôt pas mal. L'ambiance a l'air assez bien retranscrite, très pesante, avec une ambiance complètement folle. À voir un petit peu. En tout cas, Madison sortira, lui, pour cette période d'Halloween qui approche. Il n'y a pas de date vraiment précise, mais en tout cas,
quand on sait qu'Halloween et ça arrive bientôt, et bien le jeu aussi, il arrive bientôt. Voilà un petit peu pour les titres PSVR 2, les amis. Alors, il n'y en a pas énormément, c'est pas du triple A de dingue, mais il y en a qui arrivent avec, par exemple, le Resident Evil 4 Remake qui semble complètement fou, mais tout de même, des jeux plutôt intéressants, avec, on le voit, hein, sur le casque de réalité virtuelle, et puis d'ailleurs, hein, PSVR 2 comme les autres, beaucoup de jeux horrifiques. C'est vrai que l'immersion, franchement, s'y prête, mais il y a d'autres titres avec, par exemple, c'est Point and Click, avec aussi The Ghost Signal, avec ses aventures spatiales. Ça permet un petit peu, en tout cas, d'alimenter le PSVR 2. Est-ce que ce seront des titres de vraiment bonne qualité? Pour l'instant, on n'en sait rien, on attend la sortie et les tests de ces différents titres, et là, on pourra vraiment en juger, mais en tout cas, il y a des jeux qui arrivent, et c'est une bonne nouvelle pour le casque de Sony. On a abordé le sujet plusieurs fois et très récemment sur la chaîne, un sujet assez délicat, problématique un petit peu pour le jeu vidéo. En tout cas, pour l'instant, ça ne l'est pas encore énormément, même si on a vu, il y a beaucoup de jeux qui ont déjà été reportés, voire même carrément annulés. Le problème que rencontrent certains éditeurs et développeurs qui sont carrément obligés de mettre à la porte certains de leurs partenaires, certains de leurs employés. On avait vu par exemple Epic Games qui avait licencié du monde, on avait vu que Team 17 très récemment avait licencié du monde également, par exemple Creative Assembly qui avait licencié du monde aussi, et qui d'ailleurs avait aussi annulé un jeu qui semblait prometteur, Yenas. C'est un problème de cette année 2023, mais j'ai bien peur qu'en fait que l'année 2024 va prendre doucement mais sûrement la même direction, tout simplement parce qu'on apprend encore une fois ce genre de mauvaises nouvelles concernant le studio Telltale, qui a été obligé de licencier du monde, et apparemment beaucoup de monde. En fait, ça vient d'une déclaration d'une personne qui s'appelle Jonah Wang, qui était un ancien développeur de chez Telltale, et qui a révélé sur Twitter, je cite, « C'est un sujet délicat, mais je pense qu'il est nécessaire d'ajouter aux nouvelles concernant les licenciements dans le domaine du jeu. Telltale a licencié la plupart d'entre nous début septembre. Maintenant, je me concentre sur ce qui compte pour moi, mon propre jeu, et les mots suivants, industrie du jeu, nous devons nous syndicaliser. » Alors, cette personne, on le voit sur cette déclaration, il vient de dire que apparemment il se lance dans la création de son propre jeu. Sincèrement, je lui souhaite bonne chance, j'espère que ça va bien se passer. Maintenant, c'est vrai que c'est un énorme problème parce que oui, encore des licenciements dans le domaine de la production du jeu vidéo, et là, c'est pas qu'un petit peu, parce que d'après s'y dire, c'est quasiment la totalité de l'effectif de Telltale qui a été mis à la porte. Et d'ailleurs, en réponse à cette déclaration, Telltale a déclaré, eux, et je cite, « En raison des conditions actuelles du marché, nous avons malheureusement dû nous séparer récemment d'une partie de notre équipe Telltale. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère et notre engagement à raconter des histoires et à trouver des nouvelles façons de le faire reste le même. Nous sommes reconnaissants à chacun d'entre eux pour le dévouement tout au long de ce parcours et nous nous efforçons de soutenir toutes les personnes touchées. Tous les projets en cours de développement sont toujours en production. Nous n'avons pas d'autres informations à vous communiquer pour le moment. » Alors, le souci, c'est que on sait qu'il y a le très attendu The Wolf Among Us, dont on voit ici le trailer officiel par Telltale, donc, qui est en préparation. Pour l'instant, on n'a pas de date définitive de sortie, sauf qu'on sait que normalement le jeu devrait sortir cette année 2023. Le problème, c'est que c'est toujours pas le cas, et on est plutôt inquiet de la suite, en gros, des développements, et puis de la vie du studio lui-même, qui a déjà rencontré en plus de ça certains problèmes il n'y a pas très très longtemps. Je me souviens qu'en 2019, le studio est revenu à la vie, si je peux dire un petit peu les termes de cette façon, parce qu'il avait déjà, comme je le disais, rencontré de gros problèmes quelques temps auparavant. Maintenant, l'histoire, en quelque sorte, se répète avec encore de grosses difficultés, au point de se séparer de la quasi-totalité des développeurs donc chez Telltale. Est-ce que ça va avoir un impact négatif sur la suite du développement du jeu? On le voit dans la déclaration de Telltale eux-mêmes, que apparemment c'est pas le cas, tout va bien, on verra. Parce que si tout allait si bien que ça, on ne se séparerait pas d'autant de monde, vraiment. Alors, à voir par la suite comment ça va évoluer. C'est vrai que ce Wolf Among Us 2 était très attendu, y compris par moi. Est-ce que sa date définitive de sortie pour cette année 2023, sans plus de précision, est maintenue, ou est-ce que c'est repoussé? Pour l'instant, je ne sais pas. Et puis pour la suite des autres jeux possiblement en développement chez Telltale, eh bien on verra. Mais encore une fois, une mauvaise nouvelle dans l'industrie du jeu vidéo. Alors,
Après, malheureusement, encore une fois, hein, c'est mauvaise nouvelle concernant le business du jeu vidéo. On va faire un grand saut dans le passé, en arrière, et on va se faire plaisir. On va découvrir un pan, littéralement, du jeu vidéo avec une personne emblématique du jeu vidéo pour des jeux emblématiques du jeu vidéo. C'était il y a longtemps. Du coup, je suis désolé pour la qualité de la vidéo parce qu'en fait, elle date de 37 ans en arrière. C'était au Japon. C'était à Kyoto, et quand je parle Japon et Kyoto, évidemment, vous avez compris, on va parler de Nintendo, avec donc cette vidéo qui présente les locaux de l'époque du géant japonais en devenir, hein, de Nintendo. Et on y voit, je vais revenir légèrement en arrière, les amis, on y voit ici à droite, sur le bureau, la Nintendo Famicom, celle que je vous avais présentée dans la playlist Retour vers le passé. Et on y voit en dessous une sorte de boîte rouge, c'est le lecteur de disquette de la Famicom. Avec ici, on y voit légèrement, hein, désolé, la vidéo n'est pas très bonne qualité, on y voit ici une interface noire. En fait, c'est ce qui relie la console au boîtier, au lecteur de disquette rouge qui est en dessous. Et on voit exactement la même chose un petit peu plus loin. Alors évidemment, ce sont des consoles de test. À l'époque, la Nintendo Famicom, ben, en gros, c'était la NES que nous avions en France. Eux, ils avaient la Famicom. Tout ça est expliqué dans la playlist Retour vers le passé. Il y a une jolie vidéo que je vous avais fait dessus. On y voit ici les croquis sur feuilles quadrillées qui expliquent et qui, en gros, hein, décryptent les étapes, les animations des différents sprites, avec ici, par exemple, l'animation de Mario qui passe de petit à moyen et à grand dans les feuilles qui sont toutes quadrillées, hein, ça se voit légèrement, et les programmeurs en fait dessinaient sur papier les étapes d'animation pour pouvoir après les reproduire sur écran. Ici on y voit les animations de Bowser, et on voit ici à l'écran le légendaire célèbre Shigeru Miyamoto, ici à droite debout. C'est probablement la personne la plus importante au sein de Nintendo, très probablement même plus importante que le président de Nintendo lui-même. Et cette personne qui a créé Mario, on le voit ici à l'œuvre en dessin, qui a créé aussi Zelda, bref, les sagas mythiques et légendaires de Nintendo. On voit ici à l'écran, au travail, d'ailleurs, on voit à l'écran ici, tout simplement, Zelda, le tout premier Zelda de l'histoire, qui était donc sorti sur disquette, jeu que je vous avais présenté, que j'ai en ma possession. J'ai le Zelda 1 et Zelda 2 en format disquette. Et on voit ici le programmeur son, le responsable du son, en train de travailler. Et là, passage assez drôle, on voit un développeur son qui fait écouter à d'autres collègues, très probablement dans d'autres studios, eh bien, du son, des musiques, avec le téléphone collé au haut-parleur de la télévision. Et en japonais, il lui demande à la fin, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que tout va bien? C'était vraiment une autre façon de travailler. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces possibilités que nous avons aujourd'hui. Mais c'était vraiment le début, en gros, hein, du jeu vidéo moderne. Ici, donc, dans les locaux de Nintendo, il y a 37 ans maintenant. Ça commence à faire vraiment très, très long. Et ça a lancé après ce qui est devenu Nintendo aujourd'hui, c'est-à-dire un géant absolu du jeu vidéo. À l'époque, c'était presque de l'artisanal. Les choses ont bien évolué. Maintenant, il y a de l'Unreal Engine 5. À l'époque, c'était sur du papier quadrillé. On dessinait les évolutions, les étapes d'animation des sprites. Et il fallait faire ça pour tous les personnages, pour tous les sprites. C'était un travail absolument colossal. Maintenant, les développeurs sont aidés par les ordinateurs, les calculs de puissance toujours de plus en plus importantes, avec l'intelligence artificielle qui commence à arriver aussi. C'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. J'ai trouvé ça sur le net, sur Twitter, avec un utilisateur du nom de Ryo Saiba, XYZ. Pour les connaisseurs, vous voyez très bien ce que je parlais. Ryo Saiba, c'est le nom japonais de Nicky Larson, et XYZ, c'était le code qu'il mettait, qu'il recevait sur le célèbre panneau d'affichage de la gare de Tokyo à Shinjuku, gare que j'ai pu visiter. Et j'étais exactement à l'endroit où il y a ce fameux panneau dans l'animation japonaise de Nicky Larson. Et les personnes qui voulaient contacter Nicky Larson, Ryo Saiba, mettaient le code XYZ, c'était un message codé, pour rentrer en contact avec le célèbre détective tueur à gages, Ryo Saiba. Bref les amis, c'est pour l'histoire du jeu vidéo, j'avais envie de revenir un petit peu dessus, je trouve ça toujours assez intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo sur l'histoire de Nintendo, avec ce petit rappel de Nicky Larson. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cet épisode 160 des News Gaming, déjà 160, n'empêche, ça va assez vite. Je tiens encore une fois vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages de soutien, c'était chaleureux, c'était bienveillant.
Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a donné pas mal de force, je vous le cache pas. C'est vraiment adorable. Merci à tous. Et si cette vidéo vous a plu, ben, vous savez quoi faire, hein, les pouces, les partages, les commentaires, à n'en pas douter, il va y en avoir beaucoup. Et c'est tant mieux parce que vous savez, j'adore ça. Les amis, prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, ça aussi c'est important. Et puis je vous dis à très vite pour le retour des News Gaming. Ce sera dès demain pour un épisode 161. Je suis sûr qu'il va être assez intéressant aussi. Allez les amis, bonne journée à tous. Bye bye.